Je poursuis ma discussion sur science et technique parce que l'astrologie est au cœur de cette problématique, de ce questionnement. Parce que, finalement, cette astrologie, telle que je la conçois, elle se sert bien évidemment de référentiels scientifiques, naturels. Ce n'est pas la technique qui a inventé les étoiles fixes. La technique a pu inventer notre sensibilité, notre programmation par rapport aux étoiles fixes. Mais là encore, ce ne sont pas les étoiles fixes qui nous programment. C'est notre programmation qui intègre la question des étoiles fixes dans son mode de fonctionnement. Ce n'est pas du tout la même chose. Par ailleurs, on peut tout à fait imaginer que la technique utilise les mêmes lois que la science. Et que par conséquent, quand elle élabore des modèles, elle les élabore sur le modèle de la science. Donc là encore, on peut très bien, à partir de la technique, se demander quel est le niveau de science de celui qui a élaboré l'outil. Autrement dit, on peut, à partir de l'outil, déboucher sur la science, puisque l'outil est porteur d'un savoir scientifique, d'un savoir naturel. Par ailleurs, comme l'a montré d'ailleurs Étienne Klein dans un exposé que j'ai écouté récemment, une loi peut être contrariée par d'autres lois. Il a pris un exemple qui est celui de la chute des corps, en disant que deux objets différents, comme une balle de ping-pong et une boule de pétanque, normalement tombent à la même vitesse, mais qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'ils ne vont pas arriver au même moment, au même endroit. Donc ce n'est pas la loi elle-même qui est contrariée, qui est fausse, qui est contredite, c'est simplement que cette loi, elle vit avec d'autres lois. Et ces autres lois, eh bien, elles peuvent modifier la loi en question. Pas la modifier, mais elles peuvent en perturber les effets. Et justement, dans l'histoire de l'astronomie, nous avons la question des perturbations. Par exemple, dans l'histoire du système solaire, les études sur les planètes transsaturniennes ont été en grande partie fondées sur des perturbations, ou des prétendues perturbations. En tout cas, quand on ne comprend pas, quand une loi a été établie et qu'on perçoit des perturbations qui font que cette loi ne fonctionne pas comme on pourrait l'imaginer, on va dire qu'il y a des éléments qui viennent perturber le déroulement de cette loi. Par exemple, s'il y a une planète au-delà de Saturne ou au-delà d'Uranus, je ne vais pas rentrer dans le détail, prenons le cas d'une planète au-delà d'Uranus, eh bien, les calculs de Leverrier, notamment, auraient été déterminés par les perturbations que la planète Uranus aurait subies et qui font qu'elle ne respecterait pas dans son parcours exactement les lois qu'on s'attendrait à ce qu'elle respecte. Voilà l'exemple d'une loi qu'il faut intégrer dans un ensemble plus large de facteurs. C'est intéressant, parce que certains prennent le problème à l'envers et disent « Ah oui, mais si cette loi ne fonctionne pas, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui doivent entrer en jeu. » Oui, mais à force de dire ça, on finit par ne plus rien dire du tout. Il faut établir des lois et admettre qu'il y a des éléments de perturbation qui vont modifier ce qu'on attendait de cette loi. Et non pas en profiter pour dire que la loi n'existe pas. Je viens de donner l'exemple de la chute des corps. Alors, la question d'entropie, par exemple, dont parle Klein. Quand j'étudie la question du passage de la conjonction à la disjonction dans mon système astrologique, on est quelque part dans des phénomènes d'entropie. Ça n'a rien d'étonnant parce que je viens de dire à l'instant que le système astrologique pouvait être influencé par la connaissance du cosmos et de la science. On ne construit pas quelque chose sans respecter un certain nombre de lois.
la technique respecte des lois de la science, par définition. Donc la conjonction est une entropie parce qu'elle va englober de plus en plus de facteurs. Et la disjonction va être une entropie parce qu'elle va séparer de plus en plus les choses. Et donc, il y a toujours un moment où il y a un renversement. On ne peut pas, c'est ce que j'appelle la théorie des deux infinis à ce niveau-là, n'est-ce pas? On ne peut pas aller constamment dans un infini, dans une englobation infinie, à un moment donné, qu'on change et qu'on bascule dans l'autre sens. La négantropie. Et elle-même, la négantropie, ne peut pas aller indéfiniment et infiniment dans le même sens, parce qu'à ce moment-là, on arriverait à des choses ridiculement petites. Il faut noter que ça se reprenne et que ça se reconstitue et que ça devienne de plus en plus vaste, et ainsi de suite. On passe du infiniment vaste à l'infiniment petit, et il y a un renversement qui se fait. Donc là encore, il n'y a pas d'opposition entre la science et la technique, puisque la technique reflète la connaissance qu'on a du cosmos, de la science, etc. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on comprend, la place de l'astrologie devient beaucoup plus claire, mais aussi, quelque part, toute la question du religieux devient beaucoup plus claire. Et donc, finalement, il y a une alliance entre religion et technique, qui me paraît très importante, d'autant plus que la technique nous renvoie aussi, quelque part, à tout ce qui est de l'ordre de l'économique, de l'écologique, et même du psychologique et du sociologique. C'est la question de l'outil, c'est la question même de la langue, puisque la langue est un outil, qui est une fabrication aussi. L'État est un outil, l'Empire est un outil, tout est outil. Donc finalement, on arrive à remplacer le dialogue entre science et religion par le dialogue, par l'étude du monde technique. Ce monde technique qui va intégrer à la fois le religieux et le scientifique.